Bienvenue dans le podcast où les soignants vous racontent leur histoire et vous dévoilent leur chemin vers l'autre et leur vocation. Ce nouage indispensable entre vie professionnelle et vie personnelle. Entre distanciation et empathie, un équilibre à trouver pour éviter de s'acheminer vers l'épuisement. Je suis Anne-Cécile Coville, ingénieure biomédicale, chercheure et fondatrice de l'entreprise V2L Santé. Parce que pour moi, derrière chaque soignant, il y a une histoire riche, singulière, passionnante. Nous allons découvrir et faire un bout de voyage avec le docteur Gérald Kierzek. Bonjour docteur. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors ça me touche particulièrement parce que moi je vous regarde depuis longtemps sur le petit écran. Donc vous êtes urgentiste et vous êtes aussi passionné de communication. Vous avez travaillé pour de nombreux médias et notamment à la radio. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et le dernier ouvrage intitulé « Leçons d'anatomie » qui a des avis très positifs, qui est très esthétique et pratique sur le corps humain, qui apprend sur le corps humain et comment l'entretenir. On pourra en parler un peu plus tout à l'heure. Alors j'aimerais commencer ce podcast en vous posant une première question qui est tout simplement, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir soignant ? On parle de vocation médicale. Moi, je pense que c'est vraiment une vocation qui m'est tombée dessus quand j'étais, je crois que j'étais en 4e de collège, pas en 4e année de médecine, en 4e de collège, où je me rappelle arrivé chez mon médecin généraliste qui était dans un petit bâtiment à Saint-Étienne dans la Loire, et il y avait eu un accident, un grave accident manifestement, puisqu'il y avait le SAMU, il y avait les pompiers, il y avait des draps blancs pour pouvoir protéger un peu la scène de l'accident, et j'étais avec ma mère et ma mère me dit oui, ils sont en train de faire une opération. Et je crois que j'ai été fasciné à ce moment-là par qu'est-ce qu'il se passe derrière le drap blanc, un drap tendu pour justement préserver une intimité derrière. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit je vais être médecin. Alors qu'avant, je voulais faire des choses assez classiques. Je voulais être gendarme, par exemple. J'assistais au défilé du 14 juillet, au garde à vous devant la télévision. Donc ça a été vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à me dire je veux être médecin dans l'urgence. Et donc pour pouvoir commencer à avoir un premier pied dans ce milieu-là, j'ai pris des cours de secourisme. Sauf que quand on est en 4e de collège, c'est un peu tôt pour prendre des cours de secourisme, ce qu'il faut parce que maintenant on forme même les enfants, mais à l'époque c'était un peu compliqué. Je me suis rapproché de la Croix-Rouge, mais il est trop jeune, etc. Mais on va quand même l'accepter au cours de brevet de secouriste. Donc j'ai passé mon premier brevet, mon deuxième, la certification, etc., la spécialisation. Puis après j'ai voulu enseigner le secourisme et puis surtout j'ai voulu faire ce qui était un partenariat avec la Croix-Rouge et le SAMU, c'est-à-dire aller le week-end en stage au SAMU. Et là, rebelote, mais il est trop jeune, c'est pas possible en 4e, 3e d'aller en stage avec le SAMU. Et puis j'ai eu comme ça un certain nombre d'exemptions, d'exceptions, de dispenses, et donc on m'a permis d'aller le week-end au SAMU. Et donc c'est comme ça que je suis rentré sur le chemin, vous parlez de chemin ou de voyage, c'est comme ça que je suis rentré sur le chemin médical, avec de très belles rencontres, un pédiatre réanimateur qui est devenu après rééducateur fonctionnel que j'ai revu il y a quelques années. Il était patron de son service et le chemin était long depuis le collège ou le lycée où il m'avait accepté dans le service d'urgence pédiatrique. Finalement, ça m'a conforté dans ma vocation médicale et puis 20 ou 30 ans après, il me demandait d'intervenir et d'animer comme anime-docteur, comme animateur et docteur, son congrès à Saint-Étienne. Donc voilà, c'est un peu un chemin, mais avec des rencontres, avec des confirmations aussi de cette vocation. Mais c'est pas véritablement un choix. Et j'allais dire, c'est très positif de dire c'est pas un choix parce que quand on voit les jeunes qui ont du mal, qui savent pas quoi faire, moi finalement j'ai pas eu à me poser cette question-là, c'était une évidence. Et d'ailleurs quand j'ai vu les résultats du bac qui étaient affichés, j'ai dit je serai médecin, ce qui est complètement faux parce qu'en fait quand on a son bac on ne devient pas médecin, il y a encore la première année et puis toutes les études etc. Mais pour moi c'était vraiment une évidence que à partir du moment où je rentrais en fac de médecine, je sortirais médecin. Et dans ce chemin, justement, est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer votre parcours, voilà, le cheminement
vers cette médecine d'urgence? Alors, la médecine d'urgence, parce que j'aime l'action, j'ai un formatage qui est un peu, je veux un problème, je veux le résoudre et je veux passer à un autre problème. Donc ça m'allait bien en termes de médecine. Le fait d'avoir eu cette vocation un peu précoce, d'avoir traîné mes guêtres un peu au SAMU très tôt, etc., c'est un peu comme si j'avais commencé médecine avant de faire médecine. Et donc, je me suis retrouvé... Alors, il y a eu quelques anecdotes qui auraient pu être dramatiques, hein, mais il se trouve que je suis intervenu devant le lycée où il y a un jeune camarade qui a eu un accident de moto, il fallait enlever le casque, faire une ventilation artificielle, etc. Bref, ça lui a sauvé la vie, j'ai eu la médaille du civisme de la ville de Saint-Étienne, peu importe. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, je reçois un message par les réseaux sociaux et le miracle aussi un peu de la médiatisation de sa compagne puis de lui en me remerciant. Il fêtait son 50e anniversaire en me disant que c'était grâce à moi parce que si à 17 ans, je n'étais pas intervenu, voilà, il n'aurait pas pu fêter son 50e anniversaire. Donc c'était assez touchant. Et donc voilà, cette vocation médicale, elle est arrivée tôt, mais donc du coup la médecine s'est déroulée mais sans aucun problème, c'est-à-dire que la première année s'est passée sans encombre. Je faisais en parallèle déjà de la communication parce que j'avais monté un film sur le secourisme pour promouvoir les gestes d'urgence et je faisais ça en parallèle de la première année de médecine et j'étais j'avais acheté une blouse blanche pour réviser mes cours, je me mettais dans ma tête dans l'idée que j'étais déjà médecin et je révisais au tableau blanc que j'avais chez mes parents et donc je faisais comme ça mes cours, un peu comme si j'étais un prof qui donnait un enseignement et ça me permettait de graver dans ma mémoire ce qu'on nous demandait d'apprendre et c'était une grosse masse d'informations. Pour faire médecine, il ne faut pas forcément être très intelligent, mais il faut surtout avoir une bonne mémoire et j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire et je faisais déjà cette programmation un peu neurolinguistique de mettre dans la peau de. Donc première année se déroule sans problème, deuxième, troisième, quatrième année sans problème, je rencontre l'hôpital, les stages et arrive le moment de l'internat et là comme ça faisait déjà quasiment 10 ans que j'étais un peu dans ce circuit-là, je me dis j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire quelque chose qui est certes de la médecine, mais j'ai pas envie de faire de la médecine individuelle. J'ai envie d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus macroscopique. Et d'ailleurs, quand je passe l'internat et je réussis l'internat, je choisis à la surprise générale, alors que je suis 90e, dans les 100 premiers on était 5 ou 6 000 à le passer, je choisis santé publique et je coche Paris. Et donc je pars en santé publique à Paris. Tout le monde me dit mais ça va pas bien, tu fais pas de la chirurgie, tu fais pas de la médecine, de la cardio, je ne sais quoi, ou de la radiologie. Et je pars en santé publique à Paris et parcours intéressant, je tombe avec une chef de santé publique qui au bout de 15 jours me dit mais tu veux pas venir, Bernard m'appelle, Bernard qui est Bernard? Bernard c'est Bernard Kouchner qui était ministre de la Santé, moi je débarquais de Saint-Étienne, je dis oui je veux bien suivre et donc j'ai commencé à être finalement à mi-temps entre le siège de l'assistance publique et puis le ministère de la Santé, à faire des choses, c'était la préfiguration de la loi du 4 mars 2002 qui est cette loi fondatrice du système de santé puisque c'est cette loi qui impose d'évaluer la douleur, qui impose de recueillir le consentement, donc d'informer les patients, etc. Et j'animais un peu les réseaux d'étudiants en médecine pour pouvoir essayer de faire émerger un certain nombre d'idées, de propositions. C'était de la santé publique, c'était de la politique de santé, c'était de la communication, c'était passionnant. Le seul problème, c'est quand on a fait 6 ans de médecine, on n'est pas médecin, on ne sait pas faire de la médecine. Et tous m'ont dit, le ministre en premier, en disant mais il faut que tu fasses une spécialité, en fait, une vraie spécialité de la médecine. Et c'est vrai que ça me manquait, les malades me manquaient. Et à l'époque, j'étais allé à Saint-Antoine, il y avait Patrick Peloux qui était le médecin urgentiste là-bas, qui m'avait accepté sur quelques gardes. Et je me suis dit, je vais faire de la médecine d'urgence. Il n'y avait pas de spécialité de médecine d'urgence. Comme j'étais bien classé, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. J'ai choisi filière médecine, anesthésie, réanimation. J'ai atterri à l'Hôtel-Dieu pour mon premier stage. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rebifurqué sur de la médecine avec des malades. Et je pense que la santé publique, c'est très bien, mais c'est une surspécialité. C'est pas une spécialité parce que la médecine, et on m'avait dit, un patron de gastro m'avait dit à l'époque dans les couloirs du ministère, la médecine, ça s'apprend en 15 ans ou en 20 ans, alors que la santé publique, en 2 ans, tu es formé. Et c'est pas faux. Et on a besoin de gens de santé publique qui sont le lien entre des énarques, des administratifs, des directeurs d'hôpitaux et des professionnels de santé. Et pour pouvoir discuter avec ces professionnels de santé, il faut qu'on puisse avoir les codes, qu'on puisse comprendre les problèmes. Et je vais même plus loin. Je pense qu'on ne peut faire de la santé publique ou médecin à la Sécu ou médecin du travail que à mi-temps.
mi-temps et que ça serait souhaitable d'être sur un autre mi-temps avec des malades aux urgences, au bloc opératoire. Ça serait pareil sur les postes de directeurs médicaux par exemple. Et je pense que pour faire le lien justement et pour éviter qu'il y ait des mondes qui se côtoient sans jamais se parler, et c'est ça le problème du système de santé actuellement, c'est-à-dire qu'on a un cloisonnement entre la sphère administrative et médicale avec des incompréhensions, on a un cloisonnement entre la médecine de ville et la sécu, les médecins de la sécu ou les contrôleurs, etc. Et je pense qu'il faut rapprocher, pour pouvoir rapprocher, faut faire un peu vie ma vie, quoi. Et donc j'ai toujours fait ça finalement, de faire un pied dans un monde et un pied dans un autre monde, parce que j'ai continué à faire la santé publique, j'ai fait un DEA de droit, j'ai passé un doctorat de droit médical, c'était de la santé publique, tout en faisant de l'anesthésie-réanimation ou de la médecine d'urgence. Et je garde encore aujourd'hui, en faisant de la communication d'un côté et un mi-temps aux urgences, je garde un pied de chaque côté, ce qui me permet d'avoir un équilibre. Wow. De tout ce brillant parcours, est-ce que il y a une expérience qui vous vient en tête? Vous avez parlé d'une anecdote tout à l'heure, une expérience qui vous a particulièrement marqué et que vous pouvez nous partager? Sur quoi? Sur la médecine? Il y en a tous les jours. Ouais. Sur la médecine, parce qu'il y a des choses dramatiques et en même temps il y a des choses qui sont très belles, des accouchements aux urgences, l'arrivée à une garde avec la collègue infirmière, vieille infirmière, parce que la plus ancienne du service, je me change et elle me dit viens vite, il y a un accouchement. C'est rarissime un accouchement aux urgences. Je lui dis arrête, tu me racontes des bêtises, et je descends et en fait j'accouche la dame parce que il n'y avait pas le choix, il fallait y aller, et en plus c'est devenu une amie, puisqu'elle est une défenseuse de l'Hôtel-Dieu, puisque c'était une des riveraines de l'Hôtel-Dieu. Donc voilà, c'est des histoires humaines finalement. Et la médecine c'est ça. L'expérience aussi et l'humilité. Moi, quand les gens, il y a quelques années, j'avais une vision très technique, très mécanistique quasiment. Vous avez la gentillesse de rappeler mon bouquin chez Desrolles de planche anatomique. Oui, il y a de l'anatomie, oui, il y a des organes, mais pour faire circuler la vie dans ces organes, c'est pas uniquement de la mécanique. Et il y a quelques années, quand les gens me parlaient, ils me disaient docteur, je vais mourir, je les écoutais pas forcément. Non mais non, tout va bien, les constantes sont très bonnes, etc. Et j'ai quelques expériences comme ça où les gens me disent je vais mourir, et effectivement ils meurent, et maintenant je les écoute, les gens, parce que je pense qu'il y a une espèce de sens qu'on n'a pas identifié, où il faut écouter les patients, c'est extrêmement important. Et à contrario, une expérience extrêmement marquante aussi d'une cantatrice qui fait un arrêt cardiaque sur une scène, qui s'effondre, elle est massée, les pompiers arrivent, j'arrive en équipe en médecin du SAMU, tout est au rouge, il faut arrêter, elle est décédée, il faut signer le certificat de décès, et je sais pas pourquoi, je dis non, on va continuer, on fait venir la planche automatique pour faire le massage cardiaque, on demande une place en réanimation, je l'amène en réanimation, le collègue me dit mais non, mais enfin, il n'y a aucune raison de continuer, et puis bon, puisqu'elle est là, on va continuer, il continue, et cette dame a été greffée quelques jours après, greffée du cœur, et elle a rechanté sur scène 1 an après. Tout ça pour dire que ça ouvre des perspectives sur l'humilité. Donc c'est extrêmement important d'être humble en médecine, on ne connaît pas tout. Deuxièmement, avoir une vision qui est une vision mécanique, anatomique, biologique, mais pas que. Il y a probablement autre chose, et que le sens de la vie, on le connaît pas toujours. Et ça me sert en termes de communication médicale, parce que pendant le Covid, j'étais quelqu'un de très pragmatique. J'étais la nuit dans les services d'urgence à voir la réalité, et le lendemain sur les plateaux télé. Et contrairement à tout un discours alarmiste, ou au contraire tout un discours qui niait la réalité, c'est-à-dire complotiste, moi j'ai toujours gardé cette ligne qui est une ligne pragmatique, de bon sens, rassurante aussi, et pas rassuriste, parce que je pense qu'un médecin, ça doit rassurer dans sa parole, dans ses gestes. C'est quelqu'un qui doit être en face d'un patient qui est en détresse, et il ne faut pas voir quelqu'un de paniqué ou d'affolé, parce que sinon ça ne fonctionne pas, et c'est une partie de notre métier d'avoir cette relation-là, ce que Osler, un vieux médecin du 19e, appelait l'équanimité. C'est ni la position d'égalité, ni la position de supériorité, mais je suis un être humain comme toi, et en même temps j'ai une connaissance médicale, donc je vais quand même pouvoir te rassurer. Donc c'est pas de l'égalité, c'est pas de la supériorité, ça s'appelle l'équanimité, et je trouve que c'est une très belle définition de la médecine et de la position du médecin. Donc cette notion un peu de distance, de rassurer un peu les gens, ça m'a servi pendant le Covid. Les gens me remercient encore dans la rue en disant il y a un peu de lumière dans ce monde qui était un peu obscur. Et puis sur la fin de vie, ça m'interroge beaucoup. On est sur le débat actuellement sur la fin de vie, le suicide assisté, etc. Je pense qu'il faut rester humble, encore une fois, et que tant que c'est pas fini, c'est pas fini, et que c'est sûrement pas au médecin d'ôter la vie, c'est au médecin d'accompagner la vie jusqu'à la mort. Et d'ailleurs c'est très bien équilibré et prévu par la loi Clay-Leonetti. Le seul problème, c'est que le manque de moyens, et en particulier le manque de moyens de soins palliatifs, fait qu'on ne peut pas remplir cette mission.
pendant toutes ces années, vous avez évolué dans ce métier. Est-ce que vous l'avez vu justement évoluer et comment cette évolution vous a influencé dans le travail que vous faites aujourd'hui? Il y a une évolution très claire du métier de médecin et au-delà du métier de médecin. Alors oui, il y a les conditions d'exercice qui ont évolué, mais au-delà de ça, il y a la position du médecin dans la société. Et le médecin, moi j'ai pas connu l'époque où des grands mandarins, avec encore un collègue qui me racontait qu'il arrivait à l'hôpital, il y avait tout le service qui était en rond d'oignon, en attendant le patron, il ouvrait la porte avec le parapluie quand il pleuvait, etc. Ça, on n'a pas connu, et cette espèce d'autonomie des mandarins, c'est bien que ce soit plus le cas. Sauf qu'on est passé maintenant à une autocratie des managers. Donc on a quasiment des directeurs à qui on ouvre la porte et on tient le parapluie justement quand il pleut. Donc on est passé d'un excès à un autre excès. Mais il y a eu la période mandarinale, de la toute-puissance, je ne l'ai pas connue. Moi, je suis d'une génération de transition. Une génération de transition où globalement, il y a encore des patrons, qui sont des des gens qui avaient une certaine autorité, une certaine aura, un certain respect. Il y a une génération de patients aussi qui a un respect pour les médecins. Et puis on voit bien qu'on est dans une transition où on passe du respect à ce que j'appelle une prolétarisation de la médecine. C'est-à-dire que le médecin n'est plus un notable, le médecin n'est plus respecté, sa prescription n'est plus respectée, sa parole n'est plus respectée, les réseaux sociaux aggravent, accélèrent le phénomène, le Covid accélère le phénomène, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un avant et un après en termes de respectabilité ou de crédibilité de la parole scientifique et médicale. Et donc moi je suis de cette génération de transition et j'ai un peu peur qu'il y ait l'autre génération qui est en train d'arriver, mais génération médicale et aussi de patients, avec une espèce de médecine qu'on appelle l'ubérisation de la médecine, une médecine servicielle, une médecine de vous rentrez dans une gare, il y a une cabine, vous consultez quelqu'un, vous l'avez jamais vu avant, vous le reverrez jamais après. On consomme finalement du soin, et donc à consommer du soin et à consommer du médecin, ça ne pousse pas à une certaine respectabilité de ce que dit le médecin, de la parole médicale. Or, être médecin, c'est pas n'importe quoi. Et il y a une profession une spécialité qui a beaucoup perdu ces dernières années, et je trouve ça dramatique pour tout le monde, ce sont les chirurgiens. Les chirurgiens ont un métier extrêmement difficile, un métier physiquement difficile, psychologiquement difficile. Ils ont besoin d'être bien dans leur tête, bien dans leur corps pour pouvoir opérer. Quand il y a une artère qui pète et que ça saigne, il y a quelques secondes pour pouvoir réagir. Et je suis anesthésiste de formation, je sais de quoi je parle. Et les chirurgiens qui étaient, oui, des seniors, SEI, GNEURS, et des seniors, SAI aussi, malheureusement sont utilisés comme étant maintenant des ouvriers spécialisés de la chirurgie. On fait rentrer au bloc opératoire, on veut rentabiliser, on leur dit vous choisissez plus vos instrumentistes, vous ne choisissez plus votre matériel. Et je trouve que c'est assez terrible, et c'est un peu le symbole de ce qui arrive à la profession médicale, et eux le vivent malheureusement puissance 10, parce que la pénibilité elle reste, la responsabilité elle reste, la difficulté du métier elle reste. Et d'ailleurs c'est pas un hasard si maintenant être chirurgien c'est plus du tout quelque chose de prestigieux, au choix à l'internat, alors qu'avant c'était les premiers. Maintenant ce sont des places qui restent vacantes, et ça c'est extrêmement dommage. Et les premiers qui vont payer malheureusement le prix, ce sont les patients. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on comprenne qu'on a besoin de chirurgiens, on a besoin de médecins. J'avais dit en rigolant à mon directeur général à l'époque à l'assistance publique, à propos de mon directeur général, j'avais dit si on enlève le directeur général, vous continuez de soigner. Si on enlève le chirurgien, si on enlève l'aide-soignante, si on enlève l'infirmière, vous n'êtes plus soigné. Je crois qu'il faut revenir au pragmatisme, au bon sens justement, et ceux qui décident doivent être ceux qui font. Or, on a complètement inversé. Ceux qui décident ne sont pas ceux qui font, et ça, c'est quelque chose qui est coûteux, dangereux, démotivant, et c'est ça que je suis en train de voir en termes d'évolution de la médecine. Complètement. Et dans tout ce que vous avez cité là, comme difficulté, est-ce qu'il y en a une principale, vous, que vous avez dû confronter et surmonter? Il y a la décision qui est prise actuellement sur la politique de santé. Moi, je l'ai vécu sur l'Hôtel-Dieu. Je suis dans un hôpital qui est le symbole un peu de l'humanité, au cœur de Paris. On est au pied de Notre-Dame, ça s'appelle l'Hôtel-Dieu. C'est pas rien. Je reçois toutes les gardes des patients à qui je dis est-ce que vous allez manger, est-ce que vous voulez dormir. Voilà. On va au-delà de la médecine. On est vraiment sur une prise en charge globale, médico, psycho-sociale. Et pour moi, c'est ça la médecine. Et en fait, quand on a voulu fermer cet hôpital, puisque l'administration a voulu fermer cet hôpital il y a une dizaine d'années, je me suis battu parce que pour moi c'était injuste, c'était
délirant sur le plan de l'organisation sanitaire de Paris. C'était absolument pas se projeter dans la médecine qui serait la médecine de demain, c'est-à-dire une médecine quand même au service des gens, une population qui vieillit, polypathologique. Il faut une médecine certes de pointe de spécialité, on greffe des cœurs, mais il faut aussi une médecine de proximité, type médecine générale hospitalière. Les Américains appellent ça les hospitalistes. On était au cœur de Paris, c'était un endroit alors que tous les autres hôpitaux débordent. Bref, c'était une ineptie. Et je me suis trouvé face à des gens qui avaient une feuille de route qui était une feuille de route financière, qui était un logiciel absolument pas un logiciel de soins, mais un logiciel de rentabilité, le big is beautiful, faire des économies d'échelle, et il y avait absolument aucune humanité dans les décisions. Je suis allé voir les politiques et je me suis aperçu que les politiques finalement c'était un peu pareil, ou en tout cas ils avaient une méconnaissance de ce terrain et qu'ils étaient empêtrés dans un système avec leurs administratifs à eux, qui finalement dialoguaient bien avec les administratifs à nous, et que tout se ficelait sans ceux qui font, c'est-à-dire les soignants, sans ceux qui sont censés décider, c'est-à-dire les politiques. Et heureusement, à l'époque, il y a eu un peu les médias qui ont aidé, et c'est d'ailleurs comme ça que ça m'a permis aussi de rebondir sur les médias. Mais globalement, on voit bien qu'on est dans un monde qui est en train de ne tourner pas rond, de sortir du bon sens, et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas quand on voit qu'il y a un désespoir de la population, une déshérence des urnes, par exemple, avec un taux d'abstention important, et puis des mouvements type Gilets jaunes ou autres qui disent mais on nous écoute plus. Et c'est vrai qu'il y a une coupure, il y a un monde de ceux qui décident, les happy few, j'allais dire, qui sont aux manettes, et puis il y a la réalité du terrain. Alors moi en tant que médecin et avec cette position médiatique, je suis un peu dans les deux mondes aussi. Quand je disais que je fais la transition, oui, je suis dans les deux mondes parce que je suis la nuit aux urgences avec des patients en grande difficulté, voire en grande précarité, et puis le lendemain je suis sur des plateaux télé avec des paillettes. Mais je crois que ma mission c'est aussi ça, c'est de pouvoir parler, être porte-voix et pouvoir dire il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Et il faut rapidement, et je trouve que la santé est un beau sujet politique au sens noble du terme, je trouve que c'est un beau sujet qu'on devrait se réapproprier parce que tout le monde veut être soigné. C'est un sujet de cohésion sociale. Tout le monde veut être soigné, tout le monde veut que ses parents soient soignés, tout le monde veut que ses enfants soient soignés. C'est un peu comme l'éducation, c'est pareil, c'est un peu les deux piliers d'une société. Être soigné et être éduqué, tous les autres sujets finalement, ça divise. Là, ces deux sujets, la santé, ça réunit. Et donc là, je me suis retrouvé à dire ça il y a une dizaine d'années et me heurter à des murs, quoi, des gens qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et ça continue, voire ça s'aggrave. Quand vous parlez de relations médias, de relations avec les soignants, comment vous décririez la relation si spéciale que vous pouvez avoir avec les soignants et les patients? On va commencer par les patients. Avec les patients, il y a une détresse, quel que soit le niveau socio-culturel, économique. Quand on est frappé par la maladie, par la douleur, on redevient, j'allais dire, quasiment un enfant face aux soignants. C'est pour ça que moi, je veux bien tous ces commentaires mis sur les Google et autres, les avis sur les médecins, le fait de vouloir décider à la place d'eux. Mais in fine, c'est un colloque singulier. Ça se passe entre le chirurgien ou l'urgentiste et la famille et le patient. Et c'est docteur, et si c'était vous, ou si c'était votre famille. Donc tout ça, c'est une relation qui est profondément humaine. Donc je veux bien que l'outil technologique soit là pour remplacer un certain nombre de choses, sécuriser un certain nombre de diagnostics, etc. Mais cette humanité, elle est fondamentale. Et cette proximité, elle est fondamentale aussi. C'est-à-dire qu'on a un système actuellement, je disais, big is beautiful. C'est-à-dire qu'on veut regrouper, on veut faire des grands centres de référence, on va filtrer, on va mettre de l'intelligence artificielle, il y a des robots qui vont faire je ne sais quoi, etc. Mais c'est pas ça la médecine. La médecine, c'est une relation d'une personne humaine à une autre personne humaine, avec ses faiblesses de chaque côté et ses forces de chaque côté, et autant que faire se peut, quand il y en a un qui est faible, il faut que l'autre soit fort pour pouvoir le protéger. C'est ça cette relation médicale, et ça peut être dans un sens ou dans l'autre, hein. C'est pas du tout l'idée de dire que c'est le médecin qui est supérieur au patient, mais à un moment donné il a quand même la compétence. Mais donc c'est cette humanité qui est importante, et cette proximité, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'être à côté de chez eux quand ils sont soignés, quand ils sont en détresse, quand ils sont en fin de vie, quand ils sont en train d'accoucher. On voit bien que tous ces moments de la vie, on doit les accompagner, et c'est ça qui est assez spécial dans la relation, c'est qu'elle reste humaine et qu'on ne pourra pas la changer, cette relation-là. C'est une relation, même si la technologie, encore une fois, va nous accompagner, il est souhaitable qu'elle nous accompagne, mais qu'on ne se trompe pas d'objectif. L'objectif, c'est pas d'avoir des outils technologiques à la place d'eux, mais vraiment pour pouvoir libérer du temps. Et c'est là où je pense que les objectifs sont différents entre des gens qui nous gouvernent ou des gens qui financent, parce qu'ils voient très bien que l'outil technologique va être là pour des gains de productivité. Et ces gains de productivité, j'allais vous dire,
On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est mieux soigner, passer du temps. C'est un sujet de consentement à l'impôt également. C'est-à-dire que le consentement à l'impôt, c'est des gens qui disent, moi je veux bien payer des taxes et des impôts, mais je veux avoir la garantie en face d'être soigné. Et actuellement, on fait payer des impôts à des gens et ils sont de moins en moins bien soignés. Quand on voit qu'on décroche en termes de mortalité infantile, on est passé de la 3e place au niveau européen à la 20e place, il y a un problème. Oui. La mortalité augmente, l'espérance de vie diminue. Alors, il y a le Covid, bien sûr, mais enfin, c'est pas que le Covid. On voit bien qu'on a un problème structurel. Et voilà, les médecins qui avaient un rôle politique à une époque, où il y a certaines années, n'ont plus ce rôle politique. Et ça, c'est dommage. Et c'est ce que je vois dans l'évolution de la médecine aussi. C'est-à-dire que les médecins, il n'y en a pas beaucoup qui prennent la parole. Regardez les médecins dans les médias, il n'y en a pas énormément qui s'insurgent. Moi, je suis pas que chroniqueur dans les médias, j'ai aussi un rôle politique. Encore une fois, non pas politicien, mais politique au sens de lanceur d'alerte parfois, ou donner un certain nombre d'informations ou décrypter certaines informations pour éveiller peut-être certaines consciences aussi. Donc c'est ça le rôle du médecin. Ça, c'est avec les patients et avec les citoyens, j'allais dire. Et puis de l'autre côté, il y a avec les soignants, il y a une solidarité soignante. Et moi, j'ai toujours dans mes interventions, mais dans ma vie tout simplement, et dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été interprofessionnel. Alors c'est un mot qui peut paraître, qu'est-ce que c'est l'interprofessionnalité ? C'est dire qu'il y a une grande famille des soignants. Et peu importe qu'on soit libéral, hospitalier, professeur, docteur, infirmière, aide-soignant, on a une blouse blanche et cette blouse blanche, c'est un symbole et c'est important qu'on soit interprofessionnel avec une chaîne des soins et cette chaîne, elle est au service du patient. C'est pour ça que ça me fait marrer quand les technos disent on va mettre le patient au centre du dispositif. Enfin, notre métier, notre vie, elle est pour le patient. Le patient, il est au centre du dispositif. Il faut faire attention parce qu'on est en train de jouer les divisions entre tout le monde dans le système-là. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre des tâches aux médecins généralistes pour les confier aux pharmaciens, pour les confier aux infirmiers, aux infirmières, et on essaie de monter les professions les unes contre les autres. Et moi, j'engage toujours mes collègues. Je fais beaucoup de formations pour des pharmaciens depuis des années. Notamment, je les engage à ne pas rentrer dans ce jeu-là de la division. Et c'est le fameux machiavélisme, diviser pour mieux régner. Et je pense que c'est assez dangereux et qu'on aurait une grande force à être plutôt réunis. La profession médicale est très désunie aussi. Beaucoup de divisions syndicales notamment. On est un peu incapable de parler d'une même voix. Il y a un nurse power qui est en train d'émerger. L'administration fait émerger des surveillants, des surveillantes, avec des infirmières, avec des infirmières de pratique avancée. Mais oui, on en a besoin, mais c'est pas à la place du médecin ou du chirurgien. Moi, quand j'entends ma surveillante générale qui dit il n'y a pas de rapport hiérarchique entre l'infirmière et le médecin devant les équipes, j'ai dit pardon, c'est pas un rapport hiérarchique, mais enfin il y a un rapport fonctionnel. Et vous savez, il y a quelques années, il y avait un chef de service, une surveillante et ça tournait bien. Moi, quand je fais une prescription, l'infirmier ou l'infirmière, et c'est pas déshonorant, exécute la prescription. La responsabilité médicale, c'est moi qui l'endosse. Donc il y a quand même un rapport entre les deux. Mais on voit bien qu'on essaie de jouer sur pas mal de corporatisme en faisant monter une corporation contre une autre corporation. Et ça, c'est quand même extrêmement délétère. Et j'allais dire, c'est la même chose avec les associations de patients. On essaie de jouer les médecins sont les méchants et on va aller voir les associations de patients. Généralement, c'est dans le contentieux parce que les associations de patients se sont souvent montées sur des problèmes, soit médicamenteux, soit l'association sur les accidents médicaux, soit l'association des patients de telle ou telle pathologie. Et je trouve que plutôt que de travailler ensemble, on est souvent justement dans une vision contentieuse des choses ou d'opposition. Et ça, c'est assez dommageable. Donc moi, j'essaie d'être interprofessionnel, d'être déontologique, parce que j'ai un code de déontologie qui est important et que les directeurs d'hôpitaux n'ont pas d'ailleurs. Je pense que ça pourrait être bien qu'il y ait un code de déontologie d'ailleurs sur les administratifs. Et ça, c'est un code qui est transpartisan, transprofession. Toutes les blouses blanches ont ce code-là. Donc ça me semble important de le garder en tête. Donc déontologique, interprofessionnel et au service des patients, parce que in fine, c'est toujours pour le patient qui peut être nous d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de responsabilité. Est-ce que vous êtes régulièrement confronté à une situation de stress qui peuvent être difficiles pour vous à gérer Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation extrême à ce niveau-là et que vous avez dû surmonter et comment vous avez géré ça
Alors, je parle de stress, voilà, d'angoisse, voilà, de choses Non, mais émotionnellement mon difficiles. métier d'urgentiste ou d'anesthésiste réanimateur, c'est un métier de stress et donc de gestion du stress. C'est-à-dire que ça fait partie de notre métier, de notre entraînement, de nos simulations, de notre quotidien, que de gérer des situations de stress. Alors de stress aigu, ça c'est la série urgence, oui on en vit. De stress psychologique, oui on en vit. De situations exceptionnelles d'attentats, oui on en vit. En particulier, j'en ai vécu. De situations de stress organisationnel, oui j'en ai vécu. Et donc moi je suis assez partisan de dire que le stress on peut pas l'évacuer en fait, puisque ça fait partie de notre métier. Le chirurgien, c'est stressant quand il fait un geste chirurgical, il y a un stress d'ouvrir le bide de quelqu'un, d'aller faire une greffe de cœur, c'est une situation stressante. L'infirmière qui accompagne une patiente en fin ou un patient en fin de vie, c'est une situation, c'est un stress en fait. On n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas en train de faire du shopping, on est dans une situation où il y a quelqu'un qui est en situation de faiblesse, de vulnérabilité, dont on a la responsabilité. Donc pour ce stress, donc on ne peut pas l'évacuer. Moi, ce que je voudrais, c'est que, on n'en rajoute pas, et notamment qu'on n'en rajoute pas avec un stress organisationnel, de manque de place, de quelqu'un qui vient m'expliquer comment faire mon métier, qui m'enlève le matériel adéquat pour pouvoir justement mieux gérer la situation et donc diminuer un peu ce stress. Donc vraiment, je voudrais pas qu'on m'en rajoute. Or, au quotidien, on nous rajoute du stress. Ça, c'est une évidence. Et donc, il faudrait qu'on arrive à comprendre que il ne faut pas rajouter ce stress-là, mais au-delà de ça, le sujet majeur sur l'hôpital, mais sur le système de soins, c'est être dans la bientraitance, dans la bienveillance des soignants. C'est vraiment important. C'est être dans la bienveillance, dans la bientraitance, dans favoriser, cocooner. Il faudrait qu'on cocoone les soignants. Alors cocooner les soignants, c'est pas leur mettre une cabine pour qu'ils fassent une micro-sieste et le reste du temps les emmerder pendant les 23 heures qui restent. L'objectif, c'est vraiment de tout faire pour que, et quand je disais qu'on avait inversé et ceux qui décident ne sont pas ceux qui font, l'administration devrait être au service du soignant, pas au service les laquais, c'est pas du tout ça, mais au service dans le sens où organiser les choses de façon à ce que le chirurgien puisse performer dans son geste au service du patient. Or, moi j'ai un pote chirurgien, chef de service de thoracique, il voit débarquer un jeune directeur très gentil, frais émoulu, l'école de Rennes, après avoir raté l'ENA sûrement à Sciences Po Paris. C'est toujours, il n'est pas soignant et j'ai rien contre lui, mais globalement, quand il lui dit professeur, il y a 3 pinces, les petites, les moyennes et les grandes, maintenant il faut en choisir qu'une seule parce qu'on a passé un seul marché, c'est du foutage de gueule et c'est dangereux. Et c'est même contre-productif sur le plan économique. Quand vous voyez qu'on a une directrice des opérations, moi j'aime bien les directrices d'opérations, en rigolant je lui dis mais qu'est-ce que c'est, vous êtes chirurgienne? Pas du tout, c'est école de commerce et c'est je gère les flux. On voit bien qu'il y a un problème quand même dans les hôpitaux, les gens ne le savent pas assez, et moi je plaide pour une direction bicéphale, non pas en opposition entre les administratifs et les médecins, mais je pense qu'il faut vraiment avoir des postes de soignants qui soient des gens qui ont une grosse expérience de l'hôpital, c'est un souffle nouveau dans leur carrière, ils ont 15 ans, 20 ans dans les pattes de chirurgie, d'anesthésie réa, d'infirmière de bloc, bref c'est difficile, les gardes, etc. C'est une valeur humaine, professionnelle extraordinaire, il faut leur redonner un nouveau souffle et ces gens-là pourraient très bien être des directeurs des soins, des directeurs médicaux, mais faut pas les déconnecter, c'est-à-dire que c'est là où je replaide encore pour mon mi-temps, c'est-à-dire que si vous mettez des gens, et il y a des gens qui font des carrières, l'objectif c'est de se détacher du soin, c'est de se couper très vite, c'est de se barrer, c'est de faire autre chose. Donc ils font des carrières et puis on les voit plus. C'est une espèce de caste un peu médico-administratif, ça n'a aucun intérêt. En revanche, le chirurgien qui a 45 ans, on l'envoie à l'école de Rennes, il va se former sur le management, etc., sur la finance pour pouvoir avoir un langage commun avec les directeurs et on nomme à la tête d'un hôpital un directeur médical à côté du directeur administratif et financier, ça serait extraordinaire parce qu'il pourrait arbitrer, il pourrait discuter avec ses collègues, il aurait un code de déontologie et il saurait sur quels arguments oui c'est valable de faire cet arbitrage financier ou non c'est pas valable, mais surtout il faut pas le déconnecter de la réalité. Donc ce mec là il faut continuer à ce qu'il fasse du bloc ou des urgences, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est pareil en libéral d'ailleurs, le médecin généraliste qu'on va emmerder au quotidien, le médecin sécu vient le contrôler, etc. Moi je rêverais, et j'en discutais avec des copains, des copines généralistes, ils rêveraient parce qu'ils en peuvent plus de faire de la médecine générale tous les jours depuis 20 ans, etc., de faire un mi-temps médecine générale et mi-temps médecin à la sécu. Vous imaginez le dialogue beaucoup plus enrichissant
puissant. C'est-à-dire que vous savez que le gars ou la nana que vous allez contrôler, c'est quelqu'un qui fait votre même boulot. C'est-à-dire que le vie ma vie. Et ça serait un truc extraordinaire. On peut faire la même chose sur de la médecine du travail, on peut faire la même chose sur de la médecine scolaire. Alors après, il y a une histoire, on va dire, ah ben c'est pas possible parce que les statuts, les machins. Mais comment ça, c'est pas possible? Bien sûr que si, c'est possible. C'est une histoire statutaire, c'est une histoire de rémunération. Mais je pense qu'il faut penser vraiment à ça, à cette évolution de carrière, à ce bien-être des professionnels, parce que les soignants sont épuisés. Et le sujet majeur, c'est comment on les garde, quoi, comment on les attire et comment on les garde. Si en face de vous, vous aviez un jeune qui envisage d'être soignant, vous lui diriez quoi? Ça m'arrive tout le temps. Là, j'ai encore le fils d'un copain qui voulait faire médecine. Je lui dis, écoute, dis-lui de m'appeler, je vais lui dire de faire autre chose. Vraiment, je lui dis ça. Et le jeune m'appelle et je discute et je teste sa motivation. C'est ma vocation à la médecine, donc je ne vais pas aller dissuader quelqu'un qui a la vocation. Mais moi, la première étape, c'est de savoir si c'est une vocation ou pas. Parce que si ce n'est pas une vocation, je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut s'orienter sur autre chose. En revanche, si c'est une vocation, c'est noble, il faut le respecter, c'est un vrai engagement. OK pour faire médecine, et moi, je lui conseille de le faire ailleurs. Je lui conseille de le faire au Canada, par exemple, parce que j'ai fait un postdoc d'1 an au Canada. C'est autre chose. On est sur un système beaucoup moins cloisonné. On a justement des évolutions de carrière. On a une ouverture et on a quand même des médecins qui sont respectés, y compris dans la société. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés 25 balles la consultation de médecine générale, c'est-à-dire moins que le coiffeur ou moins que le plombier. Ils sont vraiment valorisés dans une société où l'argent est quand même important. L'échelle de valeur, combien vous gagnez, c'est une motivation importante pour les gens et pour les jeunes. Donc moi, je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je referai, de le faire à l'étranger. Parce que là, on a un système où on essore les gens. On les essore dès le début. C'est-à-dire que les jeunes soignants, les internes, les externes sont maltraités. Alors ce qui est aussi aberrant, c'est que dans la sélection, il y a une espèce de sélection un peu draconienne, il y en a 9 sur 10 qui sont écrémés et qui passent pas la première année, et à côté de ça, on manque de médecins, on en fait venir de l'étranger, donc il n'y a aucun pilotage, il n'y a absolument aucune prospective ou aucune vision sur le système de santé. D'ailleurs, beaucoup partent très vite. Vous savez, j'ai une anecdote marrante, je discutais avec la fille d'une copine qui est à l'école alsacienne. Alors, l'école alsacienne, c'est celle qui a beaucoup d'enfants de ministres et qui produit même des ministres, puisque notre ministre de l'Éducation nationale est à l'école alsacienne. Et je disais, mais dans ta classe, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, elle me racontait, ils veulent partir en Espagne, grande école de commerce, en Angleterre, la London School of Economics. Je dis, mais il y en a qui veulent faire médecine, parce que c'est l'élite de la France, l'école alsacienne. Il y en a qui veulent faire médecine, parce que médecine, c'est l'élite, soi-disant. Ah non, personne ne veut faire médecine. Ce qui veut dire, et c'est assez symptomatique, ce qui veut dire que les élites actuelles déconseillent à leurs enfants de faire médecine, donc elles ne les poussent pas à faire médecine. Alors, pour être totalement exact, elle me dit, si, il y en a une, mais elle veut faire psychiatre. Ce qui est quand même quelque chose de très particulier dans le domaine de la médecine. Mais on voit bien qu'on est passé de la médecine qui était une médecine et les médecins qui étaient des élites, qui faisaient partie des notables, à une médecine, c'est en ce sens, c'est encore une fois sans aucun côté péjoratif, prolétaire, une médecine d'exécution. Une médecine qui n'est plus une médecine de notables, et je pense qu'il faut redonner ces lettres de noblesse en urgence à la médecine et aux médecins. Et c'est pas avec des cabines de télémédecine que la SNCF nous met dans les gares, c'est pas en ouvrant les vannes pour recruter des médecins à l'étranger qu'on traite mal en plus en France, c'est pas en mettant tout pouvoir à l'administration qu'on va redonner ces lettres de noblesse à la médecine. Je pense qu'il faut refaire confiance aux médecins. Il y a une défiance par rapport aux médecins de la part de l'administration, ce qui est assez surprenant, parce que ça fait 30 ans que le système est en train de descendre et ça fait 30 ans qu'il est administré justement par ces technocrates de santé publique. Donc on ferait mieux de se poser la question, un peu comme Einstein disait, c'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'on va les résoudre. Or là, on est en train de continuer à vouloir les résoudre avec ceux qui ont créé les problèmes. Donc refaisons confiance aux médecins, redonnons-leur la liberté, et c'est pour ça que quand j'entends qu'on veut leur enlever la liberté de prescription, d'arrêt de travail, etc., c'est encore, on rajoute des couches de contraintes sur les médecins à une profession qui est déjà pas bien, des gens qui déplaquent, c'est-à-dire qui enlèvent leurs plaques, des gens qui partent de l'hôpital, et ça c'est assez dramatique parce qu'encore une fois, les indicateurs de santé publique, on commence à voir les conséquences de ça. C'est-à-dire que non seulement dans l'éducation nationale, on décroche du classement PISA, les gens ne savent plus écrire, mais en médecine, on voit que la mortalité infantile explose, on voit que l'espérance de vie baisse, bref, on en voit les conséquences. Donc là aussi, le parallèle avec la santé et l'éducation est toujours assez pertinent. Donc il faut redresser d'urgence et on en verra les effets malheureusement que dans quelques années. Si vous pensez à un système de santé idéal, est-ce
Vous pouvez me dire 3 mots qui pour vous représentent le système de santé idéal. Liberté confiance pour les professionnels de santé, parce que je crois que on s'engage pas par hasard. Donc c'est liberté, confiance d'un côté, c'est bienveillance pour les patients et pour les professionnels de santé, et c'est noblesse au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un métier qui est noble. Moi, une phrase que j'aime bien, les Américains disent Happy doctors, happy patients. C'est des soignants heureux, c'est des patients heureux. Donc c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête comme logiciel. Super, merci Gérald Kervé. Merci. Juste une toute dernière question. Quel invité vous aimeriez voir dans votre podcast dans mon prochain épisode? Faut peut-être inviter une ancienne génération de médecins, et qui est un Xavier Emmanuelli par exemple, qui est très humaniste. Je trouve que ça serait intéressant. Et puis sinon, faut inviter bien sûr des patients. Faut écouter ce que disent les patients, les vrais patients, pas des lobbyistes, des patients, des vrais patients. Merci.